Alors, nous allons commencer. Je m'appelle Jean-Claude Ravet, je suis rédacteur en chef de la revue Relations, qui a donc publié le dernier numéro qui nous rassemble ici, Regard critique sur la science. À mes côtés, qui vont intervenir ce soir, il y a à mon extrême gauche Jean-Claude Saintonge, qui est philosophe, ancien professeur au Cégep et essayiste de longue date, dont vous retrouverez des livres sur la table de la coop UQAM. Il y a Elisabeth Abergel, professeure de sociologie au département de sociologie à l'UQAM et chercheuse à l'Institut des sciences de l'environnement. À mes côtés, Marie-Ève Maillet, professeure associée et chercheuse au Symbiose. Auteur aussi, parce que je mentionne plus particulièrement parce qu'elle va en parler, de l'affaire Maillet, qui est sortie tout récemment aux éditions Éco-Société, dont elle nous tiendra plus longuement tantôt. Pourquoi la revue Relations, qui est une revue d'analyse sociale de longue date? Enfin, je ne sais pas si certaines personnes ne connaissent pas la revue ici. Vous pouvez lever la main peut-être pour que je me situe un peu. Non, tout le monde connaît, c'est très extraordinaire. C'est comme il se doit, parce qu'on est une vieille revue de plus de 75 ans, donc c'est normal qu'on nous connaisse, mais ce n'est pas toujours le cas. Je suis heureux donc de constater que ce l'est. Donc pourquoi une revue sociale, d'analyse sociale comme nous analyse la science? C'est que la science, justement, joue un très grand rôle dans la société, par son statut, par sa reconnaissance, par sa réalité extraordinaire aussi. Mais elle a aussi beaucoup de conséquences, d'effets à la fois sociaux, anthropologiques, philosophiques, éthiques, et soulève d'énormes enjeux donc sociétals. Et ce n'est pas la première fois qu'on l'analyse. Vous trouverez sur la table aussi différents dossiers qui l'ont analysé. Je nomme entre autres particulièrement, parce que je pense que c'est le premier des dossiers de revue Relations qui a abordé de plein fouet la question de la science. C'est il y a à peu près une dizaine d'années. C'est les technosciences, boîte de Pandore. Donc vous trouverez, je pense qu'il est sur la table. Sinon, plus récemment, il y a Danger, impasse du progrès, et entre autres aussi, encore plus récemment, l'année dernière, le corps obsolète, point d'interrogation, l'idéologie transhumaniste en question. Donc, on n'appuise certainement pas précédemment le thème, ni dans ce dossier que l'on a publié, ni non plus ce soir, mais il est important de l'aborder d'une manière tout à fait approfondie, quoi. Pour résumer, parce que c'est le dossier, pour vous mettre un peu dans l'ambiance de ce dossier, il est constitué un peu comme le sous-titre le dit dans le titre du dossier, enfin regard critique de la science. On trouve 3 sous-thèmes, et il résume très bien un peu la perspective dans laquelle on s'inscrit. Donc à la fois, on aborde le scientisme. Elisabeth Abergel l'a abordé de manière très, très direct, et en soulevant justement les enjeux que cela soulève. C'est-à-dire que c'est quoi le scientisme? C'est cette idéologie selon laquelle la science est la seule forme de savoir valable, autorisée, et qui peut répondre à toutes les questions, problèmes de l'existence, ou ce qu'elle ne peut pas répondre, finalement, est futile ou inutile. Donc c'est un peu cette perspective-là et que ce scientisme-là donc a de plus en plus le vent dans les voiles dans la société.
Il y a aussi la question donc de la malscience, c'est ce que abordera aussi, approfondira un peu plus ce soir Jean-Claude Saintonge, c'est-à-dire cette instrumentalisation de la science par des multinationales qui vont jusqu'à justement modifier ou travestir les recherches pour des fins lucratives. Je pense que les événements actuels, tout récents, du glyphosate par exemple, dans Santé Canada a approuvé encore pour une quinzaine d'années l'utilisation de ce pesticide fait par Monsanto sur la base de recherches soi-disant très neutres qui prouveraient que ce pesticide est inoffensif, mais qu'ont finalement des études, elles, indépendantes, ont montré qu'elles étaient commanditées et sinon écrites elles-mêmes par les propres chercheurs de Monsanto. Donc il y a un peu, c'est étonnant que Santé Canada en fait donc ne tienne pas compte de cette réalité. J'imagine qu'il y a aussi des questions de lobby très forts. Il y a l'autre point que mentionnait, c'était l'eugénisme. L'eugénisme soulève la question de la science aussi comme un vecteur de volonté de pouvoir, de contrôle, de mainmise, qui s'inscrit d'autant plus dans l'essor des technosciences, qui permet la manipulation du vivant et de toutes sortes d'éléments de la vie, qui permet aussi la réalisation de certains fantasmes qui peuvent être assez préoccupants et qui réapparaissent sous des couverts plus libéraux, mais non moins inquiétants. Il y a aussi l'impensé du vivant, ça veut dire c'est tous justement par l'essor des technosciences sur la priorisation de la centralité de la technologie, de la rationalité instrumentale, de l'abstraction mathématique, le fait d'évacuer finalement ou de mécomprendre ou de délaisser la singularité du vivant dans justement cette logique de contrôle et de mainmise et de décortication à des fins de reproduction. Donc il y a cette réflexion qui est faite dans ce numéro par plusieurs auteurs et qui ouvre finalement à différents enjeux d'importance. Je les nomme donc les auteurs rapidement de ce dossier qui ont participé, collaboré avec nous. Outre Jean-Claude Saintonge et Elisabeth Abergel, il y a Pascal Lapointe qui est rédacteur en chef de l'agence Science Presse. Il y a Marie-Hélène Parizeau qui est bioéthicienne à l'Université Laval. Il y a Gilles Bibot, qui est anthropologue, professeur émérite de l'Université de Montréal et membre du comité de rédaction de la revue. Il y a Karen Messing du Symbiose, avec laquelle on a fait une entrevue, et deux chercheurs français, Olivier Ray, mathématicien et philosophe, et Jacques Tassin, qui est chercheur en écologie végétale, qui a écrit un magnifique livre que je vous suggère, qui est Penser comme les arbres, qui est une belle réflexion sur la vie à partir du vivant des arbres. La soirée maintenant. Évidemment, comme je vous dis, on a loin d'épuiser le sujet, mais nous l'approfondirons. Je mentionnais, Elisabeth va approfondir son article qu'elle a écrit sur le scientisme, en montrant les liens qu'il y a et l'influence qu'elle joue par ces liens avec les institutions économiques puissantes de la société. Jean-Claude approfondira aussi le thème qu'il a porté dans son article sur la malscience, en portant son regard plus sur la recherche en biomédicale, qui a aussi énormément le vent dans les voiles actuellement, et nous suggérera un vaccin tout à fait... donc il a le brevet pour permettre d'établir des garde-fous à cette dérive.
Marie-Ève, comme je vous le disais, va nous faire entrer dans la saga judiciaire, hein, qu'elle ne s'attendait pas à être le personnage principal. Et d'ailleurs, comme nous le mentionnait, un procès a lieu un peu actuellement sur cette question-là. Mais elle-même donc était impliquée, accusée par des compagnies, les éoliennes, d'être une mauvaise chercheuse, hein, qu'il fallait disqualifier absolument, et donc elle a subi les foudres de leurs avocats. Elle nous racontera un peu ce que cela constitue pour justement en rapport à la science. Elles le feront, donc les personnes ici présentes le feront en 20 minutes chacun. Donc ça veut dire 20 minutes que je serai assez sévère, même s'il y en a certaines qui revendiquent une certaine rébellion, mais j'essaierai d'imposer mon autorité malgré tout, on verra, si je le serai capable. On aura une dizaine de minutes de pause pour vous dégourdir et vous permettre d'aller sur les tables de vente. Vous trouverez, il y a très généreusement donc la coop UQAM a mis une table de vente où on retrouve les livres de nos conférenciers. Un certain nombre aussi de revues de relations concernant le thème d'aujourd'hui. Donc on remercie. Et il nous offre ces publications au prix des membres de la coop. Hein, donc, et sans taxe. Hein, donc déjà, c'est très, très généreux et on remercie. Ils ont voulu être là parce qu'on est des bons vendeurs, paraît-il, donc il faut quand même souligner ça. Donc c'est bien de savoir que la revue Relations est lue par les étudiants et les professeurs de l'UQAM. Donc 10 minutes pour ce... Et on offre aussi, il faut quand même souligner ça, à l'occasion, un forfait pour l'abonnement, pour ceux qui voudraient s'abonner à la revue, parce que c'est toujours important pour une revue d'avoir, plutôt que d'acheter à la pièce, donc chacun évidemment est libre de le faire, mais on est aussi, pour la revue, on est soutenu, on se sent soutenu, et la revue a besoin de souffle à long terme, et l'abonnement en constitue l'expression, donc par un abonnement, et donc l'abonnement est offert avec une offre qui est de 3 numéros gratuits, donc qui aura donc ceux qui s'abonnent, et en soulignant que pour les étudiants, l'abonnement est de $25, 25 pour un abonnement de 6 numéros. Sinon, il est de $40, donc avec 3 numéros gratuits. Donc, on commence la discussion. Nous commencerons donc par Elisabeth, on suivra avec Jean-Claude et on finira avec Marie-Ève. C'est beau? On est prêt? On démarre. Vas-y Elisabeth. Et voilà. Attention. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va. Alors, je vais tenter de revenir sur certains des thèmes que j'ai abordés dans l'article qui se trouve dans le numéro de Relations. J'aimerais cependant élaborer quelques thèmes un peu plus pour permettre justement la discussion après. Excuse-moi, tu m'as apporté un crayon, Elisabeth. Ah, il est tombé, c'est ça que je cherchais. Voilà. Alors, lors du dernier forum de Davos, qui se déroule en ce moment d'ailleurs, on proclamait l'avènement d'une 4e révolution industrielle qui allait être accompagnée d'une rupture radicale dans nos sociétés. À l'origine de cette révolution, on nous parlait d'une synergie entre des technologies de pointe comme le big data, donc les mégadonnées, l'internet des objets, l'intelligence artificielle, les blockchains ou les bitcoins, les véhicules autonomes, la robotique, l'impression 3D, la bioimpression, les nanotechnologies, les matériaux avancés,
ainsi que les biotechnologies, la génomique, les nouvelles techniques d'édition du génome, CRISPR-Cas9, dont vous avez sûrement entendu parler, et toutes les nouvelles technologies de l'énergie. Donc, toutes ces technologies, si vous voulez, promettent de restructurer des industries entières et donc nos sociétés du même coup. Donc, tous ces termes que j'ai énumérés de ces nouvelles technologies, ce sont des termes que nous entendons au quotidien. Hein, on nous parle d'intelligence artificielle, on nous parle de robotique, etc. Mais nous ne savons pas grand-chose des contours sociopolitiques, je dirais, de ces technologies-là, de ces avancées technoscientifiques, au-delà des grands titres et au-delà aussi des déclarations excessives des scientifiques, des industriels, des médias et des autorités politiques. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de la recherche qui se fait en laboratoire va concerner de vastes populations, va avoir des impacts directs sur la vie des gens et des collectivités, mais le système technoscientifique en tant que tel demeure largement invisible de la population en général. Par le système technoscientifique, ce que j'entends, c'est une logique de développement qui va donner une place dominante aux technologies innovantes, qui va les rendre de plus en plus autonomes et interdépendantes les unes avec les autres, et dans laquelle vont se produire, si vous voulez, de nouvelles formes de servitude. Donc, nous vivons dans nos sociétés aujourd'hui entre crainte et émerveillement face au déferlement des nouvelles technologies qui semblent indépendantes de toute volonté humaine. On a l'impression qu'il y a comme une évolution qui se fait des technologies qui dépasse un petit peu notre volonté. Les gouvernements, les industries investissent dans le développement de ces technologies émergentes, toujours en prônant l'innovation, sans toutefois baliser leur développement dans un contexte démocratique. Bien au contraire, il semblerait que le discours qui entoure l'innovation technologique soit nourri par des promesses, par des imaginaires et des discours médiatiques évangéliques souvent, qui vont miser sur la science et la technologie pour régler tous les problèmes du monde. Sachant que l'innovation n'est pas une question purement technologique, elle se pose surtout en termes économiques et stratégiques dans ces contextes-là, et que le terme d'innovation va impliquer une vision du futur dans lequel les citoyens, donc les futurs usagers, seront impliqués, il est clair que ces orientations devraient faire l'objet de plus de débats démocratiques et de plus de débats critiques, bien évidemment. En ce qui concerne la question éthique qui entoure les nouvelles technologies, on entend parler de l'éthique, de l'intelligence artificielle, de l'éthique, des biotechnologies, etc. L'éthique, en fait, ne suffit pas à apaiser les esprits. On n'est pas au-delà de nos angoisses, de l'incertitude entourant les technologies parce qu'il y a eu une décision d'un comité d'éthique. Il semblerait que la question éthique, en fait, plutôt que de permettre une réflexion poussée sur des enjeux complexes de ces nouvelles technologies, en termes de rupture sociologique, en termes de transformation et de type de relations de pouvoir qui vont se créer à partir de ces technologies-là, on dirait plutôt que la question éthique va souvent servir à encadrer l'implantation des technologies sous la forme d'un certain montage social qui va découler de rapports, de comités d'experts et de commissions variées. Donc la recherche scientifique, sous le mantra de l'innovation, elle va être toujours assujettie à des logiques néolibérales, d'utilitarisme et de rentabilité qui sont devenues la norme aujourd'hui. Donc il est possible d'affirmer que dans tout dispositif technoscientifique, dans tout ce qui est promis, tout ce qui est annoncé, il existe un projet social derrière qui se profile. Donc l'activité scientifique, elle ne peut pas être séparée du système social et politique dans lequel elle se pratique. La production des savoirs scientifiques n'est pas indépendante des systèmes de financement de la recherche, qu'ils soient privés ou publics, ni non plus des orientations politiques ou économiques de ceux qui la gouvernent. Donc là encore, la question idéologique se profile à travers tout ça. Il faut aussi savoir que les sciences ne sont pas le produit pur d'un raisonnement ou d'expériences totalement dissociées de tout ancrage social, culturel, politique, institutionnel et économique.
Il est important de constater que les conditions sociales et matérielles de la production des savoirs scientifiques jouent un rôle primordial dans le type et la nature de la connaissance de ce monde. L'aspect collectif du travail scientifique n'est pas non plus à négliger. Cet aspect collectif du travail scientifique, de la recherche, veut aussi dire que les concepts scientifiques qui en découlent sont le produit d'une activité sociale et qui sont aussi le produit de débats entre personnes qui travaillent sur les mêmes questions. Certains préfèrent parler de technosciences, comme l'a déjà abordé notre présentateur. Et donc ce terme de technoscience va décrire l'imbrication entre la science et la technique, d'une part, et d'autre part, un glissement de la recherche scientifique vers des solutions appliquées et des solutions commercialisables, ou que l'on pourra breveter. Les faits font, comme dirait le sociologue des sciences Bruno Latour, donc les faits ne sont pas neutres, ne sont pas indépendants, ils n'existent pas en dehors des représentations de la réalité que la science elle-même sert à construire, ni au-delà des pratiques sociales et des rapports de domination qui règnent déjà dans nos sociétés. Le philosophe Jacques Ellul, quant à lui, pose le problème d'une société technicisée. Il dit, plus la technique va se développer, plus elle pose des problèmes essentiellement techniques, qui va ensuite assurer sa pérennité et son autorité. Donc on rentre dans une logique techniciste et on ne pourra pas s'en sortir. Donc cette logique techniciste va mettre en place les conditions pour renforcer la domination de la technique sur le monde. Si bien que dans certains domaines, ce sont les possibilités de la technique qui vont déterminer les grandes orientations sociales, politiques et économiques. Donc il va sans dire que les grands défis écologiques auxquels nous faisons face aujourd'hui sont le produit de la révolution industrielle dans la foulée du positivisme et du scientisme du XIXe siècle. Et donc le technocapitalisme, ce que nous vivons aujourd'hui, va exploiter la menace écologique pour faire du profit. Mais il ne nous sauvera pas parce que cette logique technocapitaliste est emprisonnée dans des logiques de calcul et de gestion du risque qui nous empêchent de réfléchir sur la vraie nature des problèmes écologiques et de notre rapport avec la nature. Donc en fait, ce que j'essaye de dire ici, c'est que ce technocapitalisme va voir en la crise écologique une opportunité ou des opportunités de produire plus de richesse. Donc ça devient une source d'innovation, mais en même temps une source de richesse. Alors, je ne vais pas vraiment parler de l'idéologie, je ne vais pas vous faire un cours sur l'idéologie, mais je ne sais pas combien de temps il me reste. Plus de 10 minutes. Ouais, bon, je vais sauter pas mal. Alors, est-ce qu'il faut parler de la science ou des sciences? Ça, c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'il existe une unité rationnelle, une essence de ce qu'est la science? La science se réfère à un ensemble de pratiques, de théories, de techniques, etc., mais aussi de résultats qui sont générés par ces techniques. Et donc, c'est une des définitions plutôt classiques de la connaissance scientifique, qui est, je dirais, considérée comme étant objective et universelle, parce que l'expérience scientifique est considérée comme étant indépendante de la personne qui va la mener. Donc la science, elle est encadrée par des règles excluant toute opinion personnelle ou spéculation imaginaire. Elle est aussi indépendante du lieu. Et donc c'est ce qui va faire que la science va échapper à toute idéologie. Donc quand on parle des théories d'idéologie, l'idéologie, c'est tout ce qui s'oppose à la science, dans la définition classique de l'idéologie. Donc la notion d'idéologie, elle va s'inscrire tout le temps en opposition à la science. Et donc, comme je viens de le dire, le terme idéologie est tout ce que la science n'est pas. Et donc, ça marque en fait ce passage de la religion et de la magie vers la connaissance rationnelle, à partir du siècle des Lumières, qui va correspondre aussi avec ce passage vers la modernité, ou ce que Weber a appelé le désenchantement du monde. Alors, est-ce qu'il existe une différence fondamentale entre science et idéologie? Le discours scientifique est-il lui-même idéologique? Le discours idéologique est-il scientifique ou peut-il être scientifique? Alors, on peut affirmer que la science, elle est le produit d'idéologies autant qu'elle produit des idéologies. Et je vais vous donner quelques exemples très simples.
Numéro 1, la science, c'est le produit d'idéologie, parce que, comme nous l'avons mentionné, les processus historiques et les conditions matérielles de la construction et de la production des savoirs font de la science une idéologie. Parce qu'elle est instrumentalisée par les pouvoirs étatiques et économiques, elle est génératrice de richesse et de puissance militaire. Et donc ça, c'est la dimension, on va dire, extra-scientifique de l'idéologie de la science. La science, elle est aussi produit des idéologies, numéro 2, parce qu'elle est porteuse de valeurs. Lorsque quelqu'un dit que quelque chose est scientifique, ceci est souvent pris comme étant une vérité. Une vérité comme une connaissance rationnelle, solide, rigoureuse, objective et reproductible. Ce sont là quelques-uns des critères de scientificité qui vont départager la connaissance scientifique des autres types de connaissances non scientifiques, les fameux critères de démarcation dont parle le philosophe Karl Popper. Popper va aussi mettre en évidence l'incertitude intrinsèque de la science, parce qu'à tout moment, de nouvelles preuves peuvent réfuter une théorie qui était déjà en existence. Et donc, il nous dit que finalement, la science, elle est conjoncturelle, c'est-à-dire qu'elle peut toujours changer, elle peut toujours être remise en question selon l'état des connaissances, et c'est ce qui fait sa spécificité. Donc, cette théorie de la réfutabilité de Karl Popper. Le problème, c'est que, justement, l'aspect conjoncturel de la connaissance scientifique, donc l'incertitude qui est intrinsèque à la science, elle est souvent utilisée par les détracteurs de la science pour dire que toute vérité est relative et temporaire et donc contestable. Et donc, lui, quand il a développé ces théories, c'était pour contester l'usage de l'astrologie et aussi, il en voulait beaucoup à Freud, de la psychanalyse. Évidemment, il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, et ignorer les avancées de la science. Donc ce critère de réfutabilité ou l'incertitude intrinsèque à la science, c'est une arme à double tranchant, finalement. Troisièmement, nous vivons les conséquences directes du scientisme des Lumières qui traçait un lien direct entre le progrès scientifique et le progrès social. Donc le scientisme, c'est, comme on l'a dit, l'idée que seul le progrès scientifique serait capable de régler les problèmes de l'existence et donc ce scientisme va privilégier une démarche scientifique comme la seule source légitime de connaissances. Évidemment, on a tous été témoins de séries de catastrophes technologiques qui ont contribué à une prise de conscience progressive des risques posés par les technologies et par aussi le discours des experts, qui soulève par le fait même la question du fondement légitime de la vérité scientifique. Donc, est-ce qu'il existe une vérité scientifique ou des vérités scientifiques? Aujourd'hui, on vit à une ère de la post-vérité ou de faits alternatifs, donc on peut se poser la question de cette vérité scientifique. Quatrièmement, la relation entre science et société n'a jamais été neutre. Les modèles scientifiques sont régulièrement exportés dans des champs de connaissances extra-scientifiques, en dehors de la science. On peut penser à la biologisation des inégalités entre les genres, on peut penser à l'eugénisme comme théorie raciale, on peut penser à la médicalisation des problèmes sociaux, on peut penser à la mathématisation du monde, dont il est question dans un des articles, mais on peut aussi penser à la chimisation, etc. Cinquièmement, la science représente un idéal d'une société meilleure. Donc il faut savoir que le rôle principal de toute idéologie est sa fonction justificatrice d'un certain ordre social existant, passé, futur ou utopique. La science promet un monde meilleur, la promesse scientifique est le moyen le plus efficace de renforcer l'idéologie du progrès à travers une projection de son pouvoir sur l'avenir. Le discours scientifique, sixièmement, est hégémonique, car il parle pour la nature et interprète les phénomènes. La science propose une représentation du réel, elle n'est pas nécessairement le réel. Il existe toute une littérature en philosophie des sciences autour du réalisme et du matérialisme scientifique, qui est souvent basé sur un raisonnement qui est très réductionniste. C'est-à-dire qu'il faut simplifier la réalité pour pouvoir l'étudier scientifiquement. Il faut vraiment réduire les données, les éléments pour conduire une étude scientifique. On ne peut pas tenir compte de toute une réalité. Évidemment, il faut nuancer ce propos de cette représentation du réel,
Parce qu'aujourd'hui, le courant de pensée postmoderne va affirmer que la réalité ne serait qu'une construction sociale. Et cette affirmation, d'après moi, est tout aussi problématique. C'était d'ailleurs le point de tension, si vous voulez, entre Alain Sokal et les penseurs postmodernes pendant ce qu'on appelait la guerre des sciences, l'affaire Sokal. Donc les postmodernes disaient oui, toute réalité n'est que construction sociale. Sokal disait moi j'habite au 20e étage, sautez de la fenêtre et vous allez voir que ce n'est pas une construction sociale, c'est une réalité. La gravité, la théorie de la gravité, c'est une réalité. Donc nous faisons face aujourd'hui à une crise des savoirs dans nos sociétés contemporaines. Donc, nous en sommes arrivés à critiquer la science pour des raisons tout à fait légitimes, mais en même temps, une critique de la science qui va peut-être un peu trop loin et qui risque peut-être de nous nuire, puisque aujourd'hui, nous faisons vraiment face à des questions fondamentales dans l'avenir de la planète, que ce soit les changements climatiques ou autres. Et donc, comment faire face à l'énormité des défis qui sont posés aujourd'hui par le réchauffement climatique, par les OGM, par l'énergie nucléaire ou encore les nanotechnologies. Et donc, la remise en question de l'autorité scientifique est aussi une source potentielle d'incertitude. Et cette hostilité croissante, finalement, à l'égard des sciences et des techniques contemporaines nous mène aussi à questionner non seulement l'idée de progrès, mais aussi la place de la science et de l'idéologie dans le discours public. Plus que jamais, comme vous le savez, aujourd'hui, les discours complotistes, relativistes ou anti-science représentent un défi pour l'autorité scientifique. On peut penser aux climato-sceptiques, ou encore au mouvement anti-vaccination, ou encore aux créationnistes anti-darwiniens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, dans le cas des climato-sceptiques ou des mouvements anti-vaccins, on parle de vie ou de mort, là. Je veux dire, ça peut avoir des conséquences quand même assez dramatiques. Donc, on n'est pas dans les théories nécessairement de est-ce que c'est de la bonne science, de la mauvaise science, etc. Et donc, au-delà du phénomène des vérités alternatives, ou ce qu'on appelait les post-vérités, ou des infox, qui vont alimenter des idéologies, mais aussi des postures anti-science ou pseudo-science. La Terre est plate. Vous savez qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui croient que la Terre est plate. Des mouvements aussi alter-science sur les réseaux sociaux. Alter-science, ce sont les sciences alternatives qui vont questionner les théories dominantes, mais qui vont en proposer d'autres qui sont peut-être un peu plus farfelues. Donc tous ces mouvements, en fait, qui abondent sur les réseaux sociaux, vont proposer une vraie critique du scientisme ambiant. Donc dans une certaine mesure, c'est quand même assez intéressant. Mais par contre, c'est un problème parce que justement un Fox, qu'on appelle cette réalité alternative, elle a tendance à légitimer une certaine domination, mais qui va déformer le réel ou la réalité. Et donc, en tant que citoyen profane, non scientifique, à quelle vision de la science est-ce qu'il faut croire? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la science peut nous éclairer sur des enjeux vitaux, mais qu'au final, les décisions entourant les problématiques complexes comme le climat, l'intelligence artificielle ou les OGM ne relèvent pas exclusivement de la science. Que les citoyens doivent avoir un mot à dire dans l'avenir de ces technologies dans la société. Ce sont les citoyens qui doivent être en mesure de décider, au moins de débattre de ces questions, au moins d'être capables de poser des questions avant même d'être confrontés au fait accompli de ces technologies. Ce que les non-scientifiques croient à propos de la science est véritablement une question de vie ou de mort, comme je viens de le mentionner. On voit aujourd'hui une recrudescence de la rougeole en Europe, en Amérique du Nord, beaucoup d'enfants qui meurent de la rougeole, alors qu'on a des vaccins, on a des moyens d'empêcher ces fatalités. Donc en fait, le vrai danger serait de penser que le savoir scientifique est exempt de toute idéologie, mais inversement, que le discours scientifique ne puisse pas démasquer les idéologies. Parce que, comme on l'a vu avec certains scientifiques
que ce soit des découvertes qui ont bouleversé l'idéologie de leur temps, que ce soit Copernic avec l'héliocentrisme, que ce soit Giordano Bruno avec ses idées sur l'univers infini et multiple, que ce soit Galilée, etc., ce sont des scientifiques qui se sont heurtés aux croyances du XVIe et du XVIIe siècle, et donc qui ont bouleversé des idéologies qui existaient à ce moment-là. Donc la science, elle peut aussi bouleverser des idéologies, car elle peut démystifier des processus de domination. Donc je pense que je vais m'arrêter là, j'en ai assez dit, et je pense que je vais... On aura l'occasion de toute façon de poursuivre la discussion avec toi dans la période d'échange et de réaction. Donc, merci. Merci de votre attention. En tout cas, tu soulèves énormément d'enjeux. Hein. Je pense que le lien justement de la science avec les multinationales, hein, c'est important en le sens qu'avec les technosciences, il y a comme une alliance entre le capitalisme et les technosciences, parce qu'elles trouvent dans les technosciences une manne extraordinaire d'enrichissement, mais qui a des conséquences aussi dans la mesure où il y a une construction d'un discours qui va se renforçant en montrant qu'il n'y a il y a une fatalité dans ce qui est fait, et donc qui nous réduit un peu justement dans les choix, et là tu ramènes le choix démocratique, c'est-à-dire qu'on a toujours le devoir, le droit de voir qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est créé, et où on va avec ce qui est fait. Alors qu'il y a une tendance justement dans le discours justement idéologique de la science, c'est de dire qu'il n'y a qu'un chemin, et c'est celui qu'on vous donne qui est le bon. Donc il y a se lutter contre cette fatalité qui est construite. Et un point aussi qui est intéressant, qu'on voit énormément aussi dans l'actualité, c'est la réduction du réel à sa représentation. Et on le voit avec tout le phénomène de l'intelligence artificielle qui réduit l'intelligence ou l'être humain à une machine. Et comme ça peut être utile en métaphore, mais la métaphore devient presque la réalité, souvent dans les conséquences, en tout cas, souvent proposées. Et donc il y a tout cet écart ou cet effort donc de chacun pour redéfinir les termes du discours et remettre justement la science en débat. Nous passons donc avec Jean-Claude Saintonge, qui va nous parler justement de ce lien étroit qu'on retrouve entre la recherche et certaines multinationales. Alors bonsoir. Pardon. Vous verrez peut-être pas très bien, mais tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons cause à la fois et prévient le cancer. Alors ça, c'est tiré d'une revue de nutrition aux États-Unis. Alors ici, évidemment, je veux dire, tout ce que nous mangeons, ça peut être le vice-versa aussi, d'ailleurs, il y a un peu plus de vice que de versa là-dedans, protège contre le cancer, puis ici, prévient le cancer. Et chaque petit point représente une étude médicale. Ce sont des choses comme ça, finalement, je veux dire, qui minent, en fait, les résultats contradictoires, les études qu'on retrouve dans les journaux médicaux, dans les journaux scientifiques, qui minent la confiance en la science. Alors, c'est pas d'hier que les multinationales... Est-ce que vous entendez bien? Oui. Alors, c'est pas d'hier que les multinationales jouent un rôle, finalement, de désinformation et de falsification de la science. À partir de 1964, par exemple, l'industrie du tabac va financer des chercheurs indépendants, entre guillemets, qui vont produire 6400 articles dans le but de créer la controverse la controverse au sujet du lien entre la cigarette et certaines maladies fatales. Et comme on peut le lire dans une note interne d'une filiale de British American Tobacco, le doute est notre produit. Et encore aujourd'hui, vous avez peut-être pu lire dans Le Devoir, l'industrie du tabac achète la complicité d'une centaine de think tanks à travers le monde, dont le fameux Institut Fraser. Alors, après le tabac, évidemment, on a eu droit aux études qui niaient la toxicité de l'amiante,
des herbicides, des pesticides, des implants mammaires, au point qu'un chercheur disait, il n'y a pas tellement longtemps, un plasticien en fait, là je ne parle pas des peintres, un plasticien disait que les femmes qui se plaignent d'être indésirables à cause des implants mammaires, eh bien qu'on assistait à un phénomène de somatisation de masse. Autrement dit, mesdames, c'est dans votre tête. Et quand Purdue, le fabricant de l'Oxycontin, qui est à l'origine de la crise des opioïdes, il distribuait aux médecins 3 études bancales, et je suis généreux quand je dis bancales, parce qu'en fait, une de ces études-là, c'était tout simplement une lettre à un journal médical qui nous assurait que son produit causait moins de 1% de dépendance. Et la compagnie a embauché des dizaines de médecins, qu'on appelle des leaders d'opinion, qui faisaient des conférences à des professionnels de la santé, c'est-à-dire d'autres collègues médecins, des pharmaciens, des infirmières, etc. Alors, pour les convaincre, justement, je veux dire que l'Oxycontin ne causait pas de dépendance. Et les surdoses d'opioïdes, les morts par surdose d'opioïdes sont aujourd'hui la raison principale du déclin de l'espérance de vie aux États-Unis et de son plafonnement ici au Canada. Alors, la falsification de la science, finalement, compte sur des chercheurs qui sont triés sur le volet ou des rédacteurs en sous-main, c'est la meilleure traduction que j'ai trouvée pour ghostwriters. C'est un phénomène qui est extrêmement répandu. Alors, ces derniers, ce qu'ils font, c'est qu'ils rédigent en tout ou en partie des articles qui sont signés par des universitaires ou des consultants privés qui sont généreusement rémunérés. Alors, des études rédigées par des employés de la firme, c'est-à-dire par Monsanto, appuyaient l'innocuité du Roundup, étaient signées en fait par le biologiste Henry Miller, et des articles du magazine Forbes qui dénigraient des travaux du CIRC, le Centre de recherche de l'ONU contre le cancer, étaient produits par des rédacteurs en sous-main. Alors, Monsanto a financé 16 scientifiques pour des articles qui ont été publiés dans une revue de toxicologie. Alors, les auteurs affirmaient finalement que les manuscrits n'avaient pas été révisés par Monsanto. Alors, les documents internes qui ont fait surface suite aux nombreux procès contre Monsanto montraient que un des principaux scientifiques de l'entreprise a révisé les manuscrits, les a amendés et a joué un rôle dans l'élaboration d'au moins un d'entre eux. Alors, la multinationale a usé de son influence auprès de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis afin de persuader une autre agence gouvernementale de ne pas faire sa propre évaluation toxicologique du glyphosate. Et des représentants de la santé publique, tels le Dr. Robert Strang en Nouvelle-Écosse, ont pris la défense de Monsanto en déclarant à propos des épandages de glyphosate en Nouvelle-Écosse: même l'eau peut être toxique si consommée en grande quantité sur une courte période. L'eau, on sait, ce grand tueur en série. Alors, propos d'ailleurs qui ont été repris par nul autre que Maxime Bernier. Alors, l'influence des multinationales est aussi omniprésente en recherche biomédicale. Dans le domaine de la psychiatrie, sur un total de 185 méta-analyses au sujet des antidépresseurs, près du tiers étaient rédigés par des employés de l'industrie pharmaceutique et en tout, 79% des auteurs qui se prononçaient sur cette question-là étaient liés financièrement aux fabricants d'antidépresseurs. Et seulement 2% des articles comptant un employé de la compagnie contenaient un jugement négatif à propos des antidépresseurs. Alors, un article qui est paru en 2005 dans l'American Journal of Psychiatry dévoilait que les auteurs d'études en conflit d'intérêts publiées dans 4 revues psychiatriques aux États-Unis sont 5 fois 4,9, on peut arrondir ça à 5 fois plus susceptibles que les chercheurs indépendants de rapporter des résultats positifs et de trouver que le médicament testé est plus efficace que le placebo. Alors, ces évaluations biaisées, jettent même un doute sur la validité des études positives, y compris une méga-étude récente qui a fait beaucoup de bruit et qui aurait démontré généralement que, hors de tout doute, les antidépresseurs sont efficaces et que leur profil bénéfice-risque est généralement positif.
Un article publié dans le JAACAP, le journal de l'Académie américaine de psychiatrie des adolescents et des enfants, concluant que le Paxil, un autre antidépresseur, et je cite, est bien toléré et efficace dans le traitement de la dépression majeure chez les adolescents. Alors, cet article a été rédigé par une rédactrice en sous-main, employée d'une compagnie spécialisée, parce qu'il y a des compagnies spécialisées qui font ça pour l'industrie pharmaceutique. Là, la compagnie s'appelait Scientific Therapeutics Information, et signée par 22 leaders d'opinion, dont la plupart, sinon plusieurs, étaient en conflit d'intérêts. Alors, le journal en question, pas le journal en question, mais le journal de l'Association médicale canadienne a mis la main sur une étude interne du fabricant, GlaxoSmithKline, qui disait clairement que le médicament n'était pas plus efficace qu'un placebo et qu'il fallait garder cette information-là secrète au risque de miner les ventes du Paxil qui ont atteint en 10 ans 11,6 milliards de dollars américains, bien sûr. Alors, suite à plusieurs procès, le fabricant a dû rendre publiques les études que des chercheurs indépendants ont analysées, dont la fameuse étude 329 qui a été réalisée ici au Canada et aux États-Unis. Alors, en plus de démontrer le manque d'efficacité du Paxil, l'analyse révélait le haut degré de toxicité de ce médicament-là. 11 des 93 participants qui testaient le Paxil sont devenus suicidaires et ou se sont auto-mutilés contre un dans le groupe placebo. Et l'article du JACAP rapportait 5 cas et exonérait l'antidépresseur en reportant le blâme sur la dépression. Alors, si c'était automutilé, s'ils étaient devenus suicidaires, et on le sait depuis 2004, il y a un avertissement qui a été émis par Santé Canada et puis par la FDA qui montre que oui, effectivement, je veux dire, les antidépresseurs peuvent soit induire des idées suicidaires ou les augmenter. Alors, un des psychiatres signataires de l'article du JAACAP vient d'être nommé au Sénat canadien et dans les notes biographiques qui accompagnaient sa nomination, il est présenté comme un champion de la santé mentale des jeunes. Alors, une enquête d'un sociologue des sciences révélait que 2% des chercheurs avouent avoir fraudé et 14% d'entre eux déclaraient avoir eu connaissance de collègues fraudeurs. Alors évidemment, tous les chercheurs, et ce n'est pas du tout mon idée, tous les chercheurs ne sont pas malhonnêtes, mais comme l'explique le docteur Hervé Maisonneuve, qui est chercheur de fraude scientifique, ils subissent d'énormes pressions, pressions qui sont d'autant plus fortes que le nombre de doctorants aux États-Unis a augmenté 3 fois plus rapidement que le nombre de postes de chercheurs. Alors, le problème est systémique et dans certains cas, les chercheurs doivent répondre aux désirs de leurs commanditaires. Certains font ce qu'on leur demande et d'autres embellissent les résultats des recherches. Alors, les études négatives sont rarement publiées. Aux États-Unis, par exemple, sur les 74 études qui étaient soumises à la FDA pour l'approbation de 12 nouveaux antidépresseurs, 51% étaient positives. Elles ont toutes été publiées sauf une. Et sur les 49% d'études négatives, c'est-à-dire que l'antidépresseur ne battait pas le placebo, finalement, seulement 3 ont été publiées et quelques autres le furent en leur donnant un tour positif. Alors, ce phénomène n'est pas étranger au fait que les 2/3 des éditeurs de journaux médicaux de haut rang ont reçu les faveurs de l'industrie pharmaceutique et de fabricants de dispositifs médicaux. Alors, la reproduction des conclusions d'études initiales est un gage de crédibilité en science. Et en fait, ça constitue le sel même de la science. Or, depuis les années 1990,
les résultats sont souvent invalidés par des études ultérieures de l'existence d'une crise de reproductibilité qu'on constate dans plusieurs domaines, que ce soit par exemple les études animales, les études d'imagerie médicale, de psychologie, de psychiatrie et de médecine générale. Alors en 2005, le médecin John Ioannidis de Stanford, qui est spécialisé en métasciences, publiait une étude affirmant que la plupart des découvertes en recherche biomédicale sont fausses ou exagérées, ce qui en dit long sur le processus de révision par les pairs. Alors, des médecins qui ont collaboré au National Institutes of Health, les instituts nationaux de santé aux États-Unis, ont comparé 363 études initiales aux études subséquentes sur le même thème, sur le même sujet, qui ont été publiées sur 10 ans dans le journal médical le plus prestigieux. Il y en a qui feraient des bêtises pour avoir un article qui serait publié là-dedans, le New England Journal of Medicine. Alors, les études subséquentes ont révélé que 146 pratiques médicales établies, soit 40%, étaient contredites, comme l'arthroscopie du genou, par exemple, qui n'est pas plus efficace qu'une chirurgie placebo, et on pourrait en parler longtemps, contre 38% qui étaient validées. Il n'y a pas suffisamment de données pour évaluer le reste. En psychiatrie, les chercheurs ont analysé 43 des études les plus citées ayant fait l'objet d'une tentative de publication parue dans 8 journaux parmi les plus prestigieux dans les 10 ans suivant la publication de l'étude initiale. Seuls 37% des études initiales ont été répliquées, 37% ont été contredites et 25% exagéraient grossièrement les effets de l'intervention. Dans le domaine du cancer, les chercheurs de Bayer et Amgen ont réussi à reproduire les mêmes résultats dans seulement 11 à 25% des cas relatifs à des études pourtant qualifiées de découvertes majeures. Et les grands médias citent évidemment abondamment des études positives et ne s'intéressent pratiquement jamais aux études subséquentes qui contredisent les études initiales. Le CNRS en France a constaté que sur les 234 articles de presse qui couvraient 35 études initiales, par la suite invalidées, seulement 4 articles de presse dévoilaient la réfutation de l'étude initiale. Il me reste encore un peu de temps? Jusque 5 minutes. Ah bon? Je n'aurais pas dû me censurer. Non. Alors, quand un fabricant fait approuver, par exemple, un nouveau médicament et qu'il doit le soumettre, par exemple, à des agences de réglementation comme la FDA ou Santé Canada, il doit soumettre des résultats des essais cliniques dans ce qu'on appelle des rapports d'essais cliniques, qui sont généralement considérés comme étant la propriété privée des sociétés pharmaceutiques. Alors, ce sont des documents qui dépassent largement les 1000 et les 1500 pages. Alors, l'information qu'ils contiennent, alors c'est des documents très volumineux, sont généralement condensés dans un article d'une dizaine de pages qui va paraître dans un journal médical. Et des scientifiques allemands, parce qu'il y a un grand mouvement en Europe pour avoir accès à ces documents-là, alors des scientifiques allemands qui ont obtenu ces rapports-là concernant 101 essais cliniques, ont constaté que seulement 39% de l'information qu'on retrouve dans ces rapports d'études cliniques était disponible dans les sources publiées. Alors, autrement dit, ce qui arrive, c'est qu'on choisit quoi rapporter finalement et quoi taire. Alors, et ce qui est laissé de côté, ce sont souvent les effets indésirables de l'intervention, quand ces effets indésirables ne sont pas simplement occultés ou déguisés. Par exemple, l'étude 329, vous vous rappellerez sur le Paxil chez les adolescents, déguisait dans ces rapports-là les tentatives de suicide sous l'expression « l'habilité émotive ». Alors, les évaluateurs de la FDA, quand ils ont reçu ces rapports-là, ont demandé aux représentants de la compagnie ce que ça voulait dire. La réponse, tentative de suicide. Alors, la science, contrairement à ce que Jean-Claude disait tout à l'heure, je n'ai pas trouvé de vaccin contre ça. Et il n'y en a pas, il n'en existe pas non plus. Alors, la science, donc, nécessite la transparence la plus complexe pour que des chercheurs indépendants puissent vérifier
et reproduire les résultats des recherches, ce qui exige évidemment d'avoir accès aux données brutes, comme le réclame une campagne qui est très active en Grande-Bretagne, qui était partie par un médecin anglais, la campagne All Trials, c'est-à-dire avoir accès à tous les éléments des essais cliniques et pour avoir la plus grande transparence afin justement que les chercheurs indépendants puissent les vérifier. Alors, le développement de l'esprit critique et la consultation des publications indépendantes, il y en existe d'excellentes, constituent l'antidote à la pseudoscience qui est promue par les multinationales. Alors, je terminerai sur une citation d'Alan Francis. Alan Francis, c'est le psychiatre qui a dirigé les travaux du DSM-4, ou DSM qu'on appelle la Bible des psychiatres, qui résume assez bien les choses. Alors, ça fait longtemps, et je le cite, que je ne fais plus confiance à ce que je lis dans les journaux médicaux et psychiatriques. La recherche est biaisée pour produire des résultats positifs. Il est impossible de répliquer les découvertes. Les bénéfices sont exagérés et les préjudices sont supprimés. J'exagère un peu, mais ça résume assez bien les choses. Merci. Merci Jean-Claude. Là encore, bien des choses sont soulevées et probablement vous en avez pris note. J'en soulève quelques-uns. Vous l'avez mentionné justement cet effort de rassurer la population. Et on l'a vu avec le discours, mais on le fait aussi à travers les recherches qui sont biaisées, falsifiées et retravaillées pour justement que la recherche paraisse tout à fait rassurante. Il y a aussi, et peut-être qu'il ne l'a pas soulevé directement, mais ça pose aussi le lien étroit qu'on voit entre les chercheurs et les multinationales en biomédical, mais on peut parler aussi de tous les champs de recherche en technosciences, etc. Le lien donc qu'on peut aussi trouver même dans les universités. Donc là, c'est un point quand même aussi important parce que je pense qu'il y a aussi des pressions, il peut y avoir des pressions dans les universités même, et je pense que si des recherches de chercheurs d'universités ont pu être faites de manière... donc on forme, c'est aussi sous la bénédiction de certaines universités pour le prestige, etc. Donc il y a tout ça qui doit aussi être pris en compte et surtout si on touche aussi le financement, de plus en plus des grands trusts financiers sur la recherche. Et mentionnait aussi un point quand même aussi important à souligner sur le lien avec les médias, comment les médias servent aussi de porte-voix à ces effets d'annonce d'une part, mais aussi à ces recherches un petit peu problématiques. Et un des articles justement du dossier le mentionne très bien, qui est souvent c'est fait aussi, la raison en est que ce sont des journalistes qui ne connaissent rien à la science, qui sont attitrés justement aux questions scientifiques et qui gobent tout simplement ce que les agences de communication leur donnent à dire.